C'est le match qu'aucune des deux équipes n'aurait aimé jouer. Jour de petite finale de cette Coupe du Monde, la France affronte l'Angleterre pour une médaille de bronze très symbolique. Bienvenue dans le club du Mondial sur France 24. C'est avec Jules Boiteau et Hervé Kouamou, sociologue du sport et consultant pour France 24. Bonjour à tous les deux. Alors, on va commencer donc avec ce choc entre la France et l'Angleterre ce soir, Jules. Oui, match décrié de toutes parts. Est-ce un match pour rien? Est-ce qu'une troisième place lors d'un mondial signifie quelque chose? On posera la question évidemment à Hervé Kouamou. Côté terrain, il devrait y avoir des changements et Kylian Mbappé, lui, devrait bien être titulaire. Et ce match, c'est évidemment un événement particulier en France. C'est la toute dernière de Didier Deschamps. Oui, qui rendra son tablier après 14 années passées à la tête des Bleus. Palmarès impressionnant, mais insuffisant pour certains au vu des effectifs dont il a disposé. On fera le bilan d'une longue mandature et on évoquera aussi son successeur. C'est presque fait, je vous donne un indice. Ses initiales, c'est ZZ. Et puis après cette petite finale, ce sera la grande demain entre l'Argentine et l'Espagne. Vous avez les dernières informations. Oui, avec les très mauvaises conditions de l'air à New York, on ira prendre la température sur place avec Cédric Ferreira et puis on écoutera les acteurs des deux équipes qui étaient en conférence de presse, des amabilités échangées avant la guerre demain sur le terrain. Et voilà, vous connaissez le programme, c'est parti pour le journal du Mondial. Alors Jules, c'est l'heure pour les Bleus et Didier Deschamps de soigner la sortie. Oui, vous allez voir les images du tout dernier entraînement dirigé par le sélectionneur Didier Deschamps, les dernières mises en place, les dernières causeries pour tenter de remobiliser les joueurs alors que donc ce soir la France affronte l'Angleterre dans un match pour la troisième place particulièrement décriée d'un côté comme de l'autre. Personne ne semble avoir envie de le jouer, même s'il y a quand même un peu d'enjeu. La France peut devenir la première nation à enchaîner 3 podiums consécutifs depuis l'Allemagne entre 2002 et 2010. Les Bleus veulent aussi rester invaincus contre leurs meilleurs ennemis anglais qui ne les ont plus battus en match officiel depuis 1982. Et puis à titre personnel, on y reviendra, c'est évidemment la possibilité pour Kylian Mbappé de dépasser Lionel Messi au classement des buteurs dans cette compétition, mais aussi dans le classement global avant que Messi ne joue dimanche. Voilà tous ces arguments qui n'ont pas l'air de prendre visiblement et vous allez voir que Didier Deschamps a eu toutes les peines du monde en conférence de presse pour convaincre sur l'enjeu de ce match. Écoutez. C'est pas un match amical, c'est pas celui qu'on aurait préféré, mais il est là. Il y a une troisième place, donc j'ai le devoir avec mon staff et les joueurs l'ont aussi de tout faire pour atteindre ce dernier objectif qui est peut-être certainement moins important, mais je le répète, c'est pas on est là que les Anglais n'aient pas envie de le jouer et que nous pas plus, mais il est là, il est prévu, il y a un objectif, donc voilà, c'est ce qui occupe mon esprit. Ça sera la fin, c'est le clap de fin, mais c'est pas un match anonyme. Ça changera pas leur vie, bien évidemment, mais c'est un match, voilà. Et je vous en prends rien, il vaut mieux finir 3e que 4e. On sent qu'il a du mal, Didier Deschamps, à trouver les mots pour conserver l'enjeu de ce match. Hervé, d'un point de vue philosophique, ce match pour la troisième place, est-ce qu'il signifie quelque chose dans le football? Je pense que ça dépend de l'équipe qui joue. Là, pour le coup, on a deux équipes qui venaient vraiment pour chercher la victoire finale, deux équipes qui sont programmées pour gagner. Donc, effectivement, là, on est plus sur la déception de ne pas jouer le match de demain. Mais effectivement, pour des équipes de petites nations, des équipes qui ont moins l'habitude d'arriver à ces altitudes, ça a du sens. Donc je pense que on a vu la Belgique en 2018, le Maroc ou la Croatie il y a 4 ans, ça a du sens. Mais là, effectivement, pour des équipes comme la France et l'Angleterre, on voit bien que c'est difficile de trouver un vrai intérêt. À noter que l'UEFA avait abandonné le match de la troisième place pour l'Euro, c'était en 1984. Elle avait jugé à l'époque que le match n'intéressait ni les joueurs déprimés d'avoir raté la finale, ni les spectateurs. Oui, mais comme on disait, c'est que en fait, l'UEFA, l'Euro jusqu'en 84, au moment où il devient un tournoi, c'est quand même les 8 meilleures équipes d'Europe et des équipes qui, à ce moment-là, venaient vraiment pour gagner. Donc, c'était autre chose qu'aujourd'hui où, sur une Coupe du Monde, je pense que la Coupe du Monde
concernant un nombre plus important de pays, même si malheureusement on voit bien que de moins en moins les demi-finalistes sont nouveaux, on a très peu de nouveaux demi-finalistes, on voit bien que c'est un match à troisième place, ça reste un produit télévisuel dans certaines parties du monde si une équipe nouvelle arrive en demi-finale et se fait sortir. On va parler quand même un petit peu du terrain. Côté français, il devrait y avoir pas mal de changements, même si Kylian Mbappé, lui, devrait être titulaire avec, évidemment, en ligne de mire, le record de buts. Oui, même Didier Deschamps l'a dit clairement, c'est un objectif personnel qu'il va aller chercher. Il a 8 buts là maintenant, donc ce serait d'essayer d'en marquer au moins un. 8 buts à égalité avec 8 Messi. buts à égalité avec Messi, effectivement, ce serait d'en marquer au moins un, voire deux pour prendre ses distances avec Lionel Messi. Un but, ça serait prendre ses distances sur cette compétition et le rattraper sur l'histoire de la compétition. Deux, ce serait le dépasser. Donc, effectivement, il y a vraiment chez lui une volonté d'inscrire son nom dans l'histoire de la compétition et donc on peut le comprendre, mais c'est vrai que pour les autres, il aura une équipe bâtie autour de lui pour l'amener à aller chercher ce record. Et pour ce record, j'ai une petite anecdote qui va vous montrer que ce match, il a finalement de l'importance, puisque on est en 1958, Just Fontaine, il met 13 buts dans la compétition, et c'est le record qui tient toujours 13 buts dans une compétition, mais il en met 4 contre l'Allemagne en petite finale. C'est-à-dire que sans ce match pour la troisième place, Just Fontaine, son record, il n'aurait été que 9 buts. Oui, je crois qu'il y a d'autres buteurs aussi qui ont gagné. Je crois qu'il y a en 54 aussi. Bref, il y a quelques éditions dans lesquelles le match troisième place a servi pour aller chercher un but. Mais 1958, c'est après la guerre, c'est l'Allemagne en face, donc il y a une vraie volonté de gagner. Ce match n'est pas un match anodin. Et puis la France n'avait pas l'habitude d'arriver à ce niveau. Je crois que ça faisait quelques années que il y a une où l'équipe de France n'était pas qualifiée pour la Coupe du Monde. Donc là, c'était vraiment une volonté de marquer l'histoire. Et puis, comme je disais, c'était l'Allemagne en face. Donc là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est l'Angleterre, mais c'est vraiment... il n'y a pas cette animosité qu'il pouvait y avoir contre l'Allemagne en sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, vraiment, pour le coup, c'est juste un objectif personnel. C'est moins le cas que celle de 1958, où Just Fontaine ne tirait pas les pénaltys, par exemple. C'est vrai. Quel bilan, Hervé, pour ces deux équipes, la France, l'Angleterre, évidemment. La France, d'un côté, qui a survolé sa compétition jusqu'à la demi-finale où elle est tombée de haut, et puis grosse déception aussi côté anglais. On avait amené un nouvel entraîneur qui devait amener du beau jeu et tourner vers l'offensive, et finalement qui a recréé les mêmes erreurs que son prédécesseur. Oui, moi je pense qu'il y a deux façons de voir. C'est-à-dire qu'il y a la constance à haut niveau pour les deux équipes finalement qui se retrouvent régulièrement dans le dernier carré des grandes compétitions depuis une dizaine d'années. Elles étaient très attendues. Je pense que pour l'équipe de France, ce qui fait la difficulté pour l'équipe de France, c'est la manière, pour les deux d'ailleurs, c'est la manière dont ça s'est terminé en demi-finale, parce que l'équipe de France a amené beaucoup de rêves, a donné le sentiment de dominer totalement sa compétition avec ses 4 Avengers et puis un non-match contre l'Espagne. Et c'est ça qui ternit un peu son image de façon générale. Et l'Angleterre, c'est pareil, c'est d'avoir trop reculé pendant la deuxième mi-temps du match contre l'Argentine et d'avoir perdu finalement logiquement. Mais je pense que à la fois pour la France et pour l'Angleterre, ça ne devrait pas être la fin. C'est deux équipes qui ont des jeunes joueurs de belle génération et qui devraient être présentes pour les compétitions dans 2 et 4 ans. En tout cas, ce sera la fin pour Didier Deschamps, puisque lui, il va être sur le banc après 14 ans passés à la tête des Bleus. Oui, 187e match en tant que sélectionneur. Et si on ajoute ses 103 sélections en tant que joueur, cela fait 290 matchs pour Didier Deschamps avec l'équipe de France. C'est ahurissant comme chiffre. 2 Coupes du Monde, évidemment. Une gagnée en tant que joueur, l'autre en tant qu'entraîneur. Un Euro 2000 comme joueur et une Ligue des Nations comme entraîneur en 2021. Puis à la tête des Bleus, il a aussi joué 2 finales, l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2022. Ça veut dire une compétition remportée sur 7 tournois majeurs. C'est un chiffre insuffisant pour certains au vu des effectifs dont il a disposé. Son ancien coéquipier Christophe Dugarry a été très sévère avec lui et lui a reproché ce bilan. Mais Deschamps, c'est aussi 121 victoires comme sélectionneur. C'est un record, et puis c'est 19 victoires en Coupe du Monde. Autre record qui il pourrait atteindre évidemment la barre des 20 victoires ce soir. Avec qu'est-ce que l'on retient de Didier Deschamps? Est-ce qu'il a sous-performé pendant son long mandat?
Sous-performé, je dirais non. Honnêtement, je ne pense pas qu'il est sous-performé parce que l'équipe de France a habituellement de bons joueurs. C'est parce qu'on parle de belle génération, mais depuis les années 90, depuis la reprise en main de la formation par la détection nationale, l'équipe de France forme de bons joueurs, de belles générations, et génération après génération, on voit malheureusement qu'il y a des trous. L'équipe de France ne s'est pas qualifiée entre 86 et 98, pourtant ce n'est pas les joueurs qui manquaient, notamment l'équipe de 94 qui a été celle qui a marqué le Didier Deschamps joueur, qui ne s'est pas qualifiée avec une belle génération où il y avait notamment les Marseillais champions d'Europe. Donc je pense qu'il a eu de belles générations, il les a fait jouer. Il était obnubilé par la gagne, donc effectivement, on peut dire que sur le plan artistique, c'était pas au sommet, mais je pense que ce serait une mauvaise analyse que de penser qu'il a sous-performé. Il a été beaucoup critiqué, Didier Deschamps, sur une prétendue vacuité tactique. Deschamps, c'est l'homme qui est solide derrière et puis qui dit aux attaquants allez-y, soyez libres, faites ce que vous voulez devant, chargez-vous de l'animation offensive. Oui, il a toujours dit que c'est une équipe, le système est pour défendre et la recherche de l'équilibre. Donc là-dessus, à mon avis, quand on part chercher Didier Deschamps, on sait ce qu'on attend. Sauf sur cette compétition où il a accepté ce déséquilibre, mais de façon générale, lui, il est obnubilé par l'équilibre, obnubilé par le fait que l'équipe ne penche pas trop vers l'avant, qu'elle puisse toujours retomber sur ses pattes, et il fait confiance aux joueurs offensifs. Donc souvent, il a besoin de joueurs offensifs en capacité de faire la décision par eux-mêmes, et il aime des joueurs athlétiques, véloces. Donc c'est vrai que là-dessus, on a les mêmes caractéristiques en tant qu'entraîneur et en tant que sélectionneur. Il a toujours été comme ça. Didier Deschamps, c'est aussi un coach qui a accompagné évidemment des générations de supporters, 14 ans à la tête des Bleus. Je voulais vous montrer la bande-annonce de nos confrères de M6 qui diffusent les matchs ici en France avec un message pour la dernière de Deschamps. Regardez. Franchement, Didier Deschamps, merci pour tout. Merci Dédé. Merci Didier. Merci pour tout. Vous vous rendez compte du travail monstrueux et des étoiles que vous mettez dans les yeux des Français? C'est la particularité du sport, c'est de fabriquer les émotions et de les partager. Merci Didier. Et vive l'équipe de France. Vive la France. Voilà, séquence émotion avec les supporters de l'équipe de France qui remercient Didier Deschamps, et forcément du côté du sélectionneur, au moment de refermer ce chapitre, il y avait un peu d'émotion dans la voix, c'est rare, écoutez. Sans faire pleurer personne, et je ne pense pas qu'il y a personne qui pleurera ici, je sais que l'équipe de France va me manquer, mais j'ai eu le privilège pendant 15 ans d'être là-haut avec ce maillot, à connaître des moments magnifiques, des moments plus difficiles. Voilà, le clap, il arrive, voilà. Mais la vie continue, et je ne sais pas de quoi elle sera faite, mais je suis d'une nature positive, je sais que ça sera bien aussi. Voilà pour Didier Deschamps. Hervé, c'est un sélectionneur qui a une relation particulière avec les Français, hein, ils sont beaucoup attachés à la personne de Didier Deschamps, et en même temps, ils ont souffert pendant des années, en tout cas les supporters, à regarder des matchs purges. C'était compliqué quand même des fois de regarder l'équipe de France de Didier Deschamps. Oui, c'est vrai qu'il a pris son rôle de sélectionneur vraiment dans sa globalité. Effectivement, il allait souvent à la rencontre des Français, plus qu'à la rencontre des médias d'ailleurs, avec lesquels il y a toujours eu... Il ne manque pas d'envoyer une petite pique, on l'a vu au début du Sonore. Pour sa dernière. C'est vrai on lui reproche même souvent d'avoir ce rôle très politique, et certains pensaient qu'après la sélection, il prendrait la tête de la fédération. Mais c'est vrai, honnêtement, c'est le plus long bail à la tête de la sélection, 14 ans. Il a marqué de son empreinte
plusieurs générations. Et je trouve que quand ils font l'armure, c'est toujours plus intéressant. Et de la même manière, on a des matchs aussi qui sont devenus des matchs d'anthologie parce que justement le carcan s'est desserré, qu'il a laissé un peu les joueurs se prendre la décision. On peut penser aux 2 France-Argentine 2018 et 2022. Donc malgré tout, il restera quand même des moments dont tout le monde se souviendra au moment de ce soir au moment où il partira. Et ce sera donc la fin de l'ère des champs et le début d'un nouveau cycle mené par un homme que beaucoup voient comme un homme providentiel. Oui, la légende, le mythe français par excellence qui va donc redescendre de l'Olympe pour venir dans l'arène des humains, Zinedine Zidane, qui devrait, sauf immense surprise, prendre la succession de Didier Deschamps. L'information est confirmée par des dizaines de médias français et internationaux. L'officialisation devrait avoir lieu dans le courant de la semaine prochaine. Son contrat devrait courir jusqu'à la Coupe du Monde 2030 avant qu'il puisse éventuellement le prolonger. Avec au passage la Ligue des Nations dès la rentrée et l'Euro 2028 en ligne de mire. Zidane prépare son staff. Ce devrait être une révolution dans l'encadrement de l'équipe de France. Avec évidemment beaucoup d'attentes autour de celui qui, au-delà d'être une icône, est le seul entraîneur à avoir remporté 3 Ligues des Champions de suite avec le Real Madrid, 2016, 2017, 2018. Hervé, Zinedine Zidane, est-ce que c'est l'homme de la situation, en tout cas gérer des effectifs exceptionnels? On le voit sur les images, ça y connaît. Oui, je pense en fait, on s'attendait tous à ce que ce soit Zinedine Zidane. C'est vraiment le secret de Polichinelle le plus long de l'histoire. Mais oui, c'est l'homme de la situation. Il a gagné en 98, il a gagné un club. Donc en fait, c'est pareil, c'est quelqu'un qui est à la culture de la gagne. Donc qui devrait permettre à l'équipe nationale de France de rester dans ses hauts niveaux et ses hautes altitudes. Côté manager, donc on sait qu'il sait gérer les grandes personnalités du foot. Il avait Benzema, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale sous ses ordres. Est-ce que pour autant, on aura un jeu léché avec Zinedine Zidane? Parce que c'était peut-être le plus beau joueur de l'histoire du foot, mais est-ce que ça se transcrit comme un beau jeu dans une équipe de France, sachant qu'on a eu 14 ans de Didier Deschamps où c'était pas... Oui, mais je pense que, à mon avis, ceux qui attendent un jeu flamboyant vont être déçus. Pour moi, Zidane et Deschamps, c'est la même école en termes de coaching. C'est l'école italienne avec une grosse présence physique. Antonio Pintus, qui est de préparateur physique que les deux ont utilisé d'ailleurs. Donc avec Zinedine Zidane, c'est pareil, parce qu'on se rappelle de ces grandes équipes du Real, mais lui aussi laissait une grande liberté à ses joueurs offensifs. Il se préoccupait lui aussi de l'équilibre. Peut-être qu'il y aura une tendance un peu plus créative au milieu de terrain, mais dans l'ensemble, je pense que c'est à peu près le même type d'entraîneur, avec une grande liberté pour les joueurs offensifs et une grande dimension physique dans le jeu. Deschamps, d'ailleurs, il a souffert de la comparaison avec Zinedine Zidane, qui est annoncé à la tête des Bleus depuis des années. La France attend Zinedine Zidane. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque, en tout cas pour les supporters de l'équipe de France, certains le ressentent, de voir Zidane écorner une image qui est aujourd'hui absolument parfaite. C'est un mythe, Zidane, en France. Oui, mais je pense que Zidane a quand même... Si ça marche pas. Oui, si ça marche pas, c'est sûr que ce sera difficile pour lui, mais je pense qu'il a une image aujourd'hui qui lui survivra, parce que en tant que... il a été entraîneur au Real Madrid pendant 5 ans, et autant le premier passage a été couronné de succès, autant le second l'a été un petit peu moins, mais ça n'a pas écorné son image. Mais c'est vrai que là, pour le coup, en France, il risque de perdre sa cape, parce que pour l'instant, dans sa relation avec Deschamps, c'était plutôt lui Batman et Deschamps Robin. Il ne faudrait pas que ça s'inverse avec des mauvais résultats pour lui. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas pour la petite finale et la der de Deschamps. On va s'intéresser maintenant aux préparatifs de la grande finale. Ouais, J- avant le choc entre l'Argentine et l'Espagne qui se déroulera à New York, et New York qui était plongé ces dernières heures sous une épaisse fumée. On va voir les dernières infos météo. C'est avec Cédric Ferreira sur place. Pas d'inquiétude pour la FIFA, la grande finale de la Coupe du Monde entre l'Espagne et l'Argentine est prévue toujours ce dimanche, coup d'envoi 15h dans le MetLife Stadium. La FIFA qui a tenu une réunion ce vendredi pour faire un état des lieux, puisque la qualité de l'air est extrêmement dégradée dans le nord-est des États-Unis. Alerte rouge ici même à New York, en plein milieu de Times Square, où vous le voyez déjà, il y a foule. Alerte rouge concernant la qualité de l'air. Les personnes à risque doivent rester à la maison.
et si elles doivent malgré tout sortir, il est conseillé de porter un masque. C'est la conséquence des nombreux incendies qu'il y a actuellement au Canada. Les vents ont transporté cette épaisse fumée dans tout le nord-est des États-Unis. L'air qui s'est amélioré ce vendredi, la FIFA qui se veut confiante car des orages prévus ce week-end devraient améliorer cette qualité de l'air avec des vents un peu plus importants. Donc c'est pour cela que la FIFA reste malgré tout optimiste concernant la bonne tenue du match ce dimanche. On en saura sûrement un peu plus dans les prochaines heures concernant les conditions météorologiques, sachant que le MetLife Stadium est un stade ouvert, sans toit et qui donc est impacté par la qualité de l'air. Mais pour le moment, la FIFA est donc rassurante. Et donc la qualité de l'air devrait être bonne. Et en attendant les premiers duels sur le terrain demain, on s'échange des amabilités en conférence de presse. Oui, on se souvient hier que Lionel Scaloni, le sélectionneur argentin, avait décrit Luis de la Fuente comme son mentor. Luis de la Fuente qui l'avait formé à l'époque. Et bien le sélectionneur espagnol a rendu l'appareil à son ami tout en balayant les accusations contre une équipe argentine souvent décrite comme rugueuse, voire à la limite au niveau des fautes. Lui, il n'est pas du tout d'accord. Écoutez. Non, por favor, vamos. No se me ocurriría. Non, s'il vous plaît, il faut arrêter avec ça. Ça ne me traverse pas l'esprit. Je respecte l'opinion de chacun, mais voyons, c'est une équipe sensationnelle. Ils ont gagné la Copa América 2021, le Mondial 2022, puis la Copa América 2024. C'est du jamais vu dans l'histoire. Et en plus de cela, leur sélectionneur, Lionel Scaloni, est un ami. Pour cette équipe, je n'ai qu'admiration, admiration et encore admiration. Voilà, beaucoup d'admiration entre les deux équipes. Quel est le favori pour vous, Hervé? On sait que selon les bookmakers, c'est l'Espagne qui est assez nettement devant. De façon rationnelle, je dirais l'Espagne, parce que la compétition comme la Coupe du Monde se gagne avec la défense. Ils n'ont pris qu'un but. Mais l'Argentine nous a amenés dans de telles dimensions irrationnelles aujourd'hui que je ne serais plus, je suis pas aussi sûr. En tout cas, il y a un nom qui est dans toutes les têtes, c'est celui de Lionel Messi. Il pourrait entrer un peu plus dans la légende, Jules. Oui, lui qui joue certainement le meilleur tournoi de sa carrière à 39 ans. On rappelle qu'il a mis 8 buts. Il est en tête du classement avec Mbappé. 4 passes décisives juste derrière les 5 de Michael Olise. Et 26 dribbles réussis, 2 devant Yamal. Même s'il a déjà tout vécu, même s'il a déjà fini le jeu, comme on dit, il a l'occasion de devenir une légende parmi les légendes. Pourtant, vous allez l'entendre, pas de pression du côté de la Pulga. Écoutez. On a grandi en jouant au foot. On l'a toujours vécu avec passion, avec une vraie envie de jouer, de s'amuser, de prendre du plaisir, peu importe l'endroit. À l'école, dans la rue ou dans une équipe. On a tous commencé dans une équipe de quartier quand on était tout petit. Et je pense qu'on ne se préoccupe jamais vraiment de la pression. On la voit toujours comme quelque chose de naturel. Il faut juste jouer, passer un bon moment. C'est comme ça qu'on est compétitif. Hervé, Lionel Messi qui utilise la même stratégie que la Fuente, c'est-à-dire que pas de pression et on remet la pression sur l'adversaire. Oui, c'est le jeu, hein. Mais c'est vrai que ce qui leur arrive est exceptionnel. Hein. Je crois que c'est leur 4e finale d'affilée sur les grands tournois. Donc là où effectivement il faut qu'ils continuent à s'amuser. Lionel Messi, Hervé, dernière question pour clôturer cette émission. S'il gagne demain, évidemment, en fonction du scénario, s'il marque, etc., est-ce que Lionel Messi peut-il devenir le plus grand sportif de tous les temps dans le football et même tout sport confondu? Moi, je pense que dans le foot, pour moi, il est déjà le plus grand champion de tous les temps. Mais dans tout sport confondu, je pense qu'il lui manque une dimension politique pour impacter au-delà du sport, et une dimension qu'avaient des gens comme Mohamed Ali, par exemple. Ou comme Diego Maradona, c'est ça aussi peut-être la prouesse de Lionel Messi, c'est dans le cœur des Argentins d'avoir réussi à rattraper Don Diego, le dieu absolu. Et c'est vrai, avec des caractéristiques totalement différentes. C'est-à-dire, Diego, c'était quelqu'un de déstructuré, de très sanguin. Lui, il est plutôt réservé, introverti. Mais le brassard, et puis quelques images, depuis notamment la Copa América 2021, on voit qu'il a pris, il est devenu plus physique, il est vraiment plus imprégné et donc plus leader. Donc c'est vrai que là-dessus, il s'est rapproché de Diego. Eh bien voilà pour l'essentiel de l'actualité de la Coupe du Monde. Et comme chaque jour, on referme cette édition en ayant une pensée pour notre confrère Christophe Glaise, condamné à 7 ans de prison en Algérie pour avoir exercé son métier. Il avait été accrédité pour cette Coupe du Monde à laquelle il ne peut pas assister. Lui et sa famille espèrent aujourd'hui une grâce présidentielle. Merci à vous, Jules et Hervé.
On se retrouve demain pour un nouveau numéro du Club Mondial. Restez avec nous sur France 24. Très belle journée.